pas de l'ordre. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à tous dans cette rubrique Mes films cultes. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a beaucoup frappé, que j'adore toujours, que je vénère, j'adore l'ambiance. Au départ, j'avoue que je ne savais pas si c'était un chef-d'œuvre ou un gros navet. Avec le recul, il s'avère que c'est plutôt un petit bijou qui mérite peut-être pas le nom de chef-d'œuvre parce qu'il a quelques petits défauts, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment un film où tu passes un bon moment, qui fait son taf avec les moyens qu'il a et surtout qui offre une transformation de ouf. Alors, une transformation de quoi, vous allez me dire? Évidemment, de loup-garou. Donc, il s'agit de Hurlement de Joe Dante. Donc voilà, donc j'ai fait un petit montage et je vous le laisse l'apprécier. Si vous voulez, vous pouvez liker, commenter éventuellement et je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine. Salut! Hurlement est ce que l'on qualifie de film de loup-garou chez les fans de films de genre. Il a été réalisé en 1981 par Joe Dante, qui sortait de Piranha, chez Roger Corman. Celui-ci fera d'ailleurs un petit caméo. Le loup-garou a gagné ses lettres de noblesse grâce à l'historique Wolfman de 1941, réalisé par George Wagner. A noter que le psychiatre interprété par Patrick Macnee porte le même patronyme. Cependant, le film de loup-garou daterait de 1935 avec Le Monstre de Londres de Stuart Walker. Ensuite, il y eut pléthore de variations sur le thème. Une des plus notables est la réinterprétation par la Hammer du mythe avec Oliver Reed dans le rôle titre dans Le Tourmenté la nuit du loup-garou. Il y eut même des crossovers entre les personnages de vampires, du monstre de Frankenstein et du lycanthrope. Depuis les suites plutôt divertissantes produites par Universal, jusqu'aux productions plus érotico-gore de Paul Naschy. Hurlement est d'abord un roman écrit par Gary Brentner après le désistement du réalisateur Jack Conrad, puis le passage du scénariste Terence H. Winkless, dont le travail ne satisfait pas les producteurs. Le projet est confié à Joe Dante, qui en retravaille le scénario avec John Sayles, scénariste et réalisateur. Il fera une petite apparition plutôt drôle dans le rôle d'un médecin légiste. Au casting, on retrouve avec plaisir une habituée du cinéma de genre, en la personne de Dee Wallace Stone, du nom de son mari, qui joue son compagnon dans le métrage, Christopher Stone. Elle est célèbre pour avoir joué la mère fraîchement divorcée dans E.T. Mais on l'a vue dans La Colline à des yeux, Critters, Cujo et dans les films de Rob Zombie, entre autres. On pourra croiser l'immense Patrick Macnee dans le rôle du psychiatre, des habitués du cinéma de Dante, tels que Belinda Balaski, quasiment de tous les films de Dante depuis Piranha, et le regretté Dick Miller dans le rôle d'un libraire ésotérique. Et n'oublions pas le magnifique lanceur d'alerte incompris du film de Don Siegel, L'invasion des profanateurs de sépultures, sorti en 1956, Kevin McCarthy, dans le rôle d'un directeur éditorial désabusé, qu'on retrouvera dans de multiples métrages de Dante. Robert Picardo fera lui une entrée remarquée dans l'univers de Joe Dante avec le personnage d'Eddie Quist, le loup-garou tourmenté à l'origine du trauma vécu par la journaliste Karen White, jouée par Dee Wallace. Il nous offrira un loup-garou d'anthologie, fier de sa nature et jouissant de ses pouvoirs. Le désir original de Joe Dante est de réaliser la transformation en un seul plan. Mais cela s'est avéré impossible avec les moyens de l'époque. Le réalisateur avait fait appel à la légende du maquillage Rick Baker. Celui-ci avait commencé à travailler sur le projet, accompagné de son protégé de l'époque, le surdoué Rob Bottin. Mais, selon les dires de Dante, John Landis, qui désirait lui aussi réaliser un film de loup-garou, voyant que Hurlement allait se concrétiser, reprit contact avec Baker pour le lancer sur son loup-garou de Londres. Baker rejoignit Landis, non sans laisser les commandes et ses conseils à son talentueux apprenti. Rob Bottin reprit le flambeau avec panache et nous concocte une transformation puissante, réaliste et originale. Loin de la souffrance habituellement associée à la déformation des corps, l'homme-loup semble jouir de chaque étape de ce parcours vers la bête. Comme le dit Joe Dante, la scène clé et attendue de la transformation constitue à elle seule un court-métrage, qui a pourtant déjà été considérablement raccourci. Le film commence par un montage d'où se dégage un malaise, où à travers la télévision, les enjeux sont déjà exposés, à savoir accepter sa nature bestiale comme un cadeau et non pas une malédiction. Ensuite, le métrage s'ouvre sur une enquête policière dans des lieux urbains plutôt glauques, culminant dans un cinéma X où la journaliste Karen White échange avec le très malaisant Eddie Quist, le tout sous surveillance policière. Là, elle va voir quelque chose qui va la traumatiser au point de l'effacer de sa mémoire. Sur les conseils du psychiatre interprété par Patrick Macnee,
Elle se rend dans une colonie censée l'aider à retrouver la mémoire et à dépasser son trauma. Mais en réalité, les intentions du docteur sont peut-être de toute autre nature. Ce qu'elle va découvrir là-bas va bouleverser sa vie et celle de son mari qui l'accompagne. Parallèlement, on suit l'enquête de deux collègues journalistes sur le tueur mystérieux Eddie Quist. Leur cartésianisme sera mis à rude épreuve au fur et à mesure de leur découverte. Peut-être que les légendes sur les loups-garous ont une base réelle après tout. Cette première partie peut paraître longue, mais elle sait installer une atmosphère de mystère et de malaise croissant. Le tout est rehaussé par la musique prégnante du maître Pino Donaggio, principalement connu et célébré pour sa collaboration avec Brian De Palma. Joe Dante sait semer des indices pour nous amener à accepter la réalité d'un nouveau genre de loup-garou. En effet, ce qui différencie ces lycanthropes de la plupart de ses congénères croisés dans les films antérieurs, c'est l'acceptation totale et revendiquée de leur nature. Point de malédiction ici, comme dans le long métrage de John Landis, Le loup-garou de Londres, ou dans le loup-garou original de 1941, réalisé par George Wagner, mais une jouissance de tous les instants de cet état vécu comme une libération. On peut juger l'idée de la colonie un peu ridicule, mais elle s'explique habilement par la nécessité de s'adapter à la société moderne et de se nourrir d'autres denrées que les humains. On sent à travers les différentes références qui jalonnent le film que Joe Dante, de son propre aveu, ne souhaitait pas non plus rompre avec la tradition habituelle du loup-garou qui jalonne le film, de ses petits clins d'œil, mais apporter une modernité sur le mythe tout en respectant les bases. La fin que nous ne dévoilerons pas ici reflète bien l'état blasé et amorphe de notre société, alors que des révélations susceptibles d'ouvrir leur conscience leur sont exposées sur les médias mainstream. Le montage est réalisé en collaboration avec Mark Goldblatt, grand monteur œuvrant déjà sur Piranha, qui travaillera entre autres avec James Cameron, Paul Verhoeven et Michael Bay. Il a aussi réalisé entre autres le sympathique Flic aux zombies. À la photo, nous retrouvons le regretté John Hora, qui deviendra un habitué de la filmographie de Joe Dante, faisant même quelques petites apparitions, comme dans l'aventure intérieure. Le film a rapporté plus de 17 millions de dollars en Amérique du Nord, pour un coût initial de 1 million de dollars. En France, il a fait 1 210 582 entrées. Il a été situé à la 81e place au classement des 100 moments les plus effrayants du cinéma par la chaîne américaine Bravo. Le film obtient le prix du meilleur film d'horreur aux Saturn Awards en 1981. Il est nommé pour le meilleur maquillage pour le duo Rick Baker et Rob Bottin et les meilleurs effets spéciaux. Il obtient le prix de la critique au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1981. Moins connu et célébré que son concurrent Le loup-garou de Londres, le film constitue une belle réussite aux allures de série B qui connaîtra plusieurs suites beaucoup moins glorieuses. Petit fait amusant, Hurlement et Le loup-garou de Londres ont leur petite scène dans un cinéma ou une cabine projetant des films X, signe d'une autre époque. On se souviendra de la photographie bleutée de John Hora, de la BO malaisante et du loup-garou serial killer Eddie Quist, de la blondeur tourmentée de Diwala Stone. Surtout de cette transformation d'anthologie soulignée par une partition puissante, une des premières pierres à son glorieux édifice que nous a concocté le génie Rob Bottin. En spiritualité, il est essentiel de connaître ses zones d'ombre autant que ses qualités pour évoluer. Apprendre à les accepter pour éventuellement les transcender. Oserez-vous faire le grand plongeon vers votre inconscient pour apprendre à vous connaître et à éprouver cette vraie liberté revendiquée par Eddie, le lycanthrope ?